Chérie, à partir de ce salaire, nous allons gérer notre argent séparément. Je suis fatiguée de t'entretenir, a déclaré mon mari. J'ai accepté avec joie, et quand mes beaux-parents, qui étaient toujours venus manger gratuitement jusqu'à plus faim, sont entrés dans la cuisine, ils ont crié d'horreur devant la scène qu'ils ont découverte. Avant de commencer, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Maintenant, mettez-vous à l'aise et profitez. Sophie se réveilla à 6 heures du matin, au son de son réveil. Bien que le soleil ne se soit pas encore levé sur l'horizon glacial de Paris, elle n'aimait pas commencer la journée dans la précipitation. Elle se leva en silence pour ne pas réveiller son mari, Jean. Elle enfila un peignoir et se rendit à la salle de bain. Le jet d'eau froide finit de la réveiller. Elle avait 31 ans et avait passé les 8 dernières années à travailler dans une grande entreprise de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique. Elle avait commencé comme simple coordinatrice et était maintenant chef de l'équipe de transport international. Son salaire était de 7 000 € par mois, avec des primes trimestrielles qui atteignaient parfois 2 500 €. C'était un travail très stressant, avec des imprévus constants, des conteneurs retenus à la douane, une documentation maltraitée, des fournisseurs qui ne respectaient pas les délais. Mais Sophie avait le talent de prendre des décisions rapides et de trouver des solutions à n'importe quel problème. Elle alla à la cuisine, alluma la machine à expresso et sortit du réfrigérateur les ingrédients pour le petit déjeuner. Cuisiner était sa façon de se déconnecter après une dure journée. Pendant qu'elle coupait des légumes ou pétrissait une pâte, son esprit se reposait des appels et des courriels interminables. Le week-end, elle pouvait passer jusqu'à 5 heures en cuisine à expérimenter de nouvelles recettes, ce qui lui procurait une joie authentique. Jean apparut dans la cuisine vers 7 heures du matin, somnolé et décoiffé. Il travaillait comme dessinateur-projeteur dans un bureau d'études en bâtiment et gagnait environ 4 500 € par mois. À Paris, c'était un salaire décent et stable. Quand il s'était marié il y a 5 ans, Sophie avait clairement exprimé sa position. Il n'y aurait pas de rôle de genre traditionnel, et elle n'avait aucune intention de devenir une femme au foyer traditionnel. Jean avait hoché la tête à l'époque, sans y accorder trop d'importance. Il avait même semblé surpris qu'elle le mentionne. Mais la vie avait suivi son cours, et Sophie avait naturellement assumé toutes les tâches ménagères, non par obligation, mais parce qu'elle aimait ça. Elle ressentait de la paix lorsque la maison était propre et organisée, et la cuisine était devenue son principal passe-temps. Jean ne le lui avait jamais demandé, il l'avait simplement considéré comme acquis. Le petit déjeuner de ce matin-là était une tartine d'avocat avec du saumon fumé et un verre de jus d'orange fraîchement pressé. Jean mangea en silence, faisant défiler les actualités sur son téléphone. Sophie termina son café et regarda son mari. Il semblait perdu dans ses pensées, mais elle n'insista pas. Tout le monde a droit à son propre espace mental. Après le petit déjeuner, Jean fut le premier à partir. Il avait une réunion à 9 heures. Sophie resta une demi-heure de plus pour remplir le lave-vaisselle, nettoyer les plans de travail et lancer une machine. Elle fit tout cela de manière mécanique, rapide et sans effort. Sa journée au bureau se déroula dans le chaos habituel. Un fournisseur à Taïwan retarda une expédition de composants, l'obligeant à chercher des itinéraires de transport alternatifs. 3 visioconférences, des dizaines de courriels et une coordination intense avec l'agent en douane. Finalement, le problème fut résolu juste à temps pour le déjeuner. Monsieur Dubois, son directeur, hocha simplement la tête avec satisfaction. Il n'était plus surpris par la capacité de Sophie à gérer les situations les plus difficiles. Cet après-midi-là, elle s'arrêta dans un Monoprix près de chez elle. Demain, c'était samedi, le jour où la famille de Jean venait toujours leur rendre visite. C'était un rituel établi depuis 3 ans, lorsque Michel, le frère de Jean, avait eu son 3e enfant. Michel avait 38 ans et sa femme, Élise, en avait 34. Leurs enfants étaient nés avec peu d'écart d'âge, et ils avaient maintenant 2 jeunes garçons et une fille de 4 ans. Élise semblait toujours épuisée de s'occuper d'eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et Michel était toujours stressé par le travail. C'est alors que Catherine, la mère de Jean et Michel, suggéra qu'ils se réunissent tous les samedis chez Sophie et Jean. Leur appartement était plus grand, et Sophie cuisinait incroyablement bien, ce qui donnerait à Élise un répit de la cuisine au moins un jour par semaine. Sophie ne s'y était pas opposée. Elle adorait cuisiner pour beaucoup de monde, voir leur visage satisfait et recevoir des compliments. Elle remplit son chariot, un énorme gigot d'agneau de première qualité, des légumes bio frais pour une garniture variée, un grand sachet de mesclun artisanal, de la crème fraîche épaisse, 3 types de fromage importés, de la farine de haute qualité pour faire des gougères maison et des fruits pour une tarte aux pommes. Pour le dessert, des framboises et des myrtilles fraîches, du chocolat belge, des œufs et du lait. À la caisse,
Le total fut de 180 €, une somme considérable. Sophie paya avec sa carte et rangea le ticket dans une poche séparée de son portefeuille. Elle avait l'habitude de conserver tous les tickets de caisse et, une fois par mois, d'enregistrer ses dépenses dans un tableur. Ce n'était pas par avarice, mais parce qu'elle aimait savoir où allait son argent. Cela lui donnait une sensation de contrôle. Quand elle rentra à la maison, Jean était déjà sur le canapé avec son ordinateur portable. Sophie porta les lourds sacs en toile jusqu'à la cuisine et commença à ranger les courses. Son mari jeta un coup d'œil dans la cuisine et regarda la montagne de nourriture. « Tes parents viennent demain, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Et Michel, Élise et les enfants. Tu as acheté beaucoup. Ils sont 7, plus nous 2, ça fait 9. En plus, ils repartent généralement avec des restes pour toute la semaine. » Jean hocha la tête et retourna à son ordinateur. Sophie, tout en remplissant le garde-manger, planifia mentalement le menu du lendemain. D'abord, mettre le gigot au four. Ça prendra quelques heures. Pendant qu'il repose, je préparerai le gratin dauphinois crémeux, puis les salades, les gougères et enfin le fondant au chocolat. Le samedi commença tôt. À 8 h du matin, Sophie était déjà dans la cuisine, tablier noué, préparant la viande. Elle écoutait du jazz doux, ce qui l'aidait à se concentrer. Elle se servit une grande tasse de café et se plongea dans le processus culinaire. Elle frotta le gigot avec un mélange d'herbes de Provence, d'ail et de gros sel, puis le mit au four. Ensuite, elle commença à couper les pommes de terre en fines lamelles pour le gratin, tout en faisant chauffer de la crème épaisse et du gruyère. Elle se déplaçait avec rapidité et dextérité. Ses mains se souvenaient de chaque mouvement. Jean apparut dans la cuisine vers 11 h, encore ensommeillé, en pantalon de survêtement et t-shirt froissé. Des casseroles bouillonnaient déjà sur les plaques de cuisson et une odeur délicieuse s'échappait du four. « Besoin d'aide pour quelque chose ? Tu peux mettre la table dans la salle à manger. Les belles nappes sont dans le tiroir du haut. » Il alla docilement chercher les assiettes et les couverts. Sophie était en train de battre de la crème épaisse pour le gâteau. Juste au moment où elle plaçait la dernière framboise sur le dessert, la sonnette retentit. L'horloge indiquait exactement 13 h. Ses beaux-parents étaient toujours d'une ponctualité agressive. La première à entrer fut sa belle-mère, Catherine, une femme de 1,73 m, de carrure robuste, les cheveux courts et une expression perpétuellement insatisfaite. Elle portait un grand sac en tissu. Sophie savait qu'à l'intérieur se trouvait une collection de boîtes en plastique vide pour emporter de la nourriture à la maison. Derrière, elle entra Michel, grand, mince et l'air épuisé, suivi d'Élise, pâle et cernée, et des 3 enfants. Les enfants coururent directement dans la chambre d'amis, où étaient rangés les jouets, tandis que la plus jeune s'accrochait à la jambe de sa mère. Sophie commença à apporter les plats à table. Le gigot, parfait et à point, le gratin dauphinois, riche et bouillonnant, une énorme salade avec du chèvre et des noix caramélisées, des gougères chaudes, et enfin le magnifique gâteau aux fruits et au chocolat. Catherine fit le tour de la table, inspectant chaque plat comme une inspectrice sanitaire. « Tu t'es vraiment donné du mal. Le gratin a l'air bien doré, mais la viande aurait pu cuire un peu plus. Et la salade manque un peu de vinaigrette. Mais bon, c'est mangeable. » Sophie sourit et ne dit rien. Sa belle-mère trouvait toujours quelque chose à critiquer. C'était sa marque de fabrique. D'abord, un compliment empoisonné, inévitablement suivi d'une plainte. D'habitude, cela ne la dérangeait pas. Mais ce jour-là, pour une raison quelconque, ça lui fit mal. Le repas fut bruyant et s'éternisa. Les enfants couraient d'une pièce à l'autre, et il fallut leur crier dessus 10 fois pour qu'ils s'assoient. Le plus jeune refusa de manger autre chose que du pain. Les adultes parlaient de leur propre vie. Michel se plaignait de son travail. Son chef exigeait l'impossible. Les délais approchaient et son équipe n'était pas assez performante. Élise se confia à voix basse sur un conflit avec une maîtresse de la crèche qui, selon elle, ne surveillait pas bien les enfants. Catherine se lamenta de ses revenus fixes de la sécurité sociale. « On ne peut pas survivre avec cet argent, » disait-elle. Les prix augmentent tous les jours. Jean resta la plupart du temps silencieux, ajoutant un commentaire neutre de temps en temps. Sophie aussi était silencieuse, les observant. Normalement, elle adorait voir les gens apprécier sa cuisine, mais ce jour-là, ce plaisir n'y était pas. Après le repas, quand tout le monde fut rassasié et adossé à sa chaise, Catherine, comme toujours, sortit les boîtes de son sac en tissu. Grande, petite. Elle commença méthodiquement à emballer les restes. Un énorme morceau de gigot dans l'une, tout le gratin restant dans une autre, la moitié de la salade, le reste des gougères.
Sophie observa en silence comment la nourriture dans laquelle elle avait investi 5 heures et près de 180 € était emballée pour être emportée. Avant, elle pensait que c'était normal. Elle croyait qu'il valait mieux que la famille l'emporte plutôt que de la gaspiller. Avec 3 enfants, ils auraient des dîners pour une demi-semaine. Mais ce jour-là, en voyant sa belle-mère remplir les boîtes en plastique, elle sentit une étincelle d'irritation. C'était peu, être le commentaire sur la viande ou la vinaigrette de la salade, ou simplement l'accumulation de 3 ans. La famille partit vers 18 heures. Jean aida à débarrasser la table et à remplir le lave-vaisselle. Sophie nettoya les plans de travail et rangea dans le réfrigérateur la petite quantité de nourriture restante, à peine suffisante pour qu'elle et Jean aient un dîner léger. Ce soir-là, lorsque tout fut enfin en ordre et qu'elle put se reposer, Sophie s'assit devant l'ordinateur et ouvrit le tableur budgétaire qu'elle utilisait depuis des années. C'était une habitude de l'université, quand l'argent était rare. Elle enregistra les 180 € des courses de la veille. Puis, par pure curiosité, elle commença à regarder les onglets des mois précédents, vérifiant les coûts des repas de famille du week-end. 160 €, 175 €, 190 €, 150 €, 200 €. Les chiffres se mélangeaient devant ses yeux. Sophie ouvrit la calculatrice et commença à additionner. Rien que pour l'année dernière, elle avait dépensé plus de 8 500 € exclusivement en repas de week-end pour la famille de Jean. Elle se renversa sur sa chaise, regardant l'écran. Plus de 8 500 €. Et cela n'incluait pas les courses habituelles pour eux deux, les factures de services publics, les produits de nettoyage, les vêtements, ni les cadeaux d'anniversaire et de Noël. Sophie ne s'était jamais arrêtée pour calculer exactement combien elle dépensait uniquement pour sa famille à lui. Elle achetait, cuisinait et appréciait le processus. Mais maintenant, en voyant ce chiffre noir sur blanc, quelque chose changea en elle. Elle ne ressentit ni colère ni ressentiment. Sophie n'était pas sujette aux éclats de colère. Elle les considérait comme inefficaces et une perte d'énergie. Mais elle eut la nette sensation que l'équilibre était profondément rompu. Elle investissait de l'argent, du temps et des efforts, et en retour, elle recevait des critiques sur la cuisson d'un gigot. Mais ce ne fut qu'une pensée passagère. Sophie ferma l'ordinateur portable, étira son dos et se leva pour préparer un dîner léger pour elle et Jean. Une petite salade avec les rares restes de viande. Jean était dans le salon, regardant un match de foot. Elle se prépara une tisane et s'assit à côté de lui. La journée se termina comme d'habitude. La semaine suivante, Sophie remarqua que Jean était perdu dans ses pensées. Il rentrait du travail, mangeait en silence, puis s'asseyait avec son téléphone, le front plissé, lisant des articles pendant de longs moments. Sophie n'y prêta pas trop attention. Chacun a ses propres soucis. Mercredi soir, pendant qu'il dînait, Jean parla soudainement. « Hé, Pierre m'a raconté une histoire intéressante aujourd'hui. » « Qui est Pierre ? » Un nouveau qui a rejoint notre département d'ingénierie il y a 1 mois. Il est divorcé, la quarantaine. Sophie hocha la tête, continuant sa salade. Et qu'a-t-il dit ? Il me parlait de son divorce. Quand ils ont partagé leurs biens, sa femme a pris la moitié de la maison. Même si elle n'avait pas travaillé depuis 5 ans, elle était juste restée à la maison. Et en plus de ça, elle voulait une prestation compensatoire juste pour elle, pas une pension alimentaire pour les enfants. Tu imagines ? Ça arrive. Eh bien, il dit que sa plus grosse erreur a été d'avoir un compte bancaire joint. Comme tout l'argent était mélangé, le juge a déterminé qu'elle avait droit à la moitié de tout. Sophie leva les yeux de son assiette et regarda son mari dans les yeux. « Et pourquoi tu me racontes ça ? » Je partage juste son expérience. Il dit que s'ils avaient géré leur argent séparément, le divorce aurait été beaucoup plus simple. Chacun garde son propre argent. Elle n'aurait rien pu réclamer. Je vois. En fait, il pense qu'aujourd'hui, il est plus intelligent pour les couples de garder leurs finances complètement séparées. Chacun est responsable de ses propres affaires. Tu sais ce que tu dépenses, ou pas de manque de contrôle. Sophie termina sa salade en silence et s'essuya la bouche avec une serviette. Jean, si tu as quelque chose à me dire, dis-le directement. N'utilise pas les histoires de ton collègue. Non, c'est juste quelque chose auquel je pensais. D'accord. Elle se leva et porta son assiette à l'évier. S'il n'était pas prêt à le lui dire en face, elle n'allait pas le forcer. Sophie détestait les sous-entendus et l'agressivité passive. S'il voulait quelque chose, il le dirait. Sinon, peu importe. Le lendemain, jeudi, Jean rentra à la maison tout aussi pensif. Sophie préparait du saumon au four avec du citron et du romarin. Il s'assit à l'îlot de la cuisine avec son téléphone, le front plissé pendant qu'il lisait.
En passant derrière lui, Sophie jeta un coup d'œil à l'écran. C'était un article sur l'indépendance financière dans les mariages modernes. Elle ne dit rien et continua à cuisiner. Après le dîner, Jean alla au salon pendant qu'elle faisait la vaisselle. À travers la porte, elle le vit taper dans la barre de recherche de son ordinateur portable. Sophie savait que son mari se préparait à quelque chose. Une idée avait germé dans sa tête, et il la dirait bientôt à voix haute. Elle n'allait pas le presser. Elle le laisserait arriver à ses propres conclusions et le dire en toutes lettres. Le vendredi fut calme. Sophie dut rester tard au bureau pour terminer un rapport trimestriel pour le siège social. Elle rentra à la maison épuisée vers 22 heures. Jean lui réchauffa un peu de lasagne restante. Ils mangèrent en silence devant la télévision et se couchèrent tôt. Le samedi matin recommença avec les préparatifs pour la famille. Sophie se leva à 8 heures, but son café et se rendit à une poissonnerie haut de gamme. Elle avait décidé de préparer un bar en croûte de sel. Elle voulait essayer cette recette depuis longtemps. Elle parcourut les allées, choisissant le poisson le plus frais. Le bar était cher, environ 70 € le kilo. Elle en acheta une énorme pièce de 2 kilos. Elle acheta également des légumes bio, des herbes fraîches, des fromages artisanaux et de la crème épaisse. Le total fut de 160 €. De retour à la maison, la magie commença. Elle nettoya le bar, le farcit de rondelles de citron et d'aneth, et le recouvrit complètement d'une épaisse couche de gros sel humidifié. Elle le mit au four. Comme accompagnement, elle prépara un risotto aux champignons des bois, 3 salades différentes et une citronnade maison à la menthe. À 13 heures, la table était parfaitement mise. La famille arriva ponctuellement. Catherine entra directement dans la cuisine, reniflant l'air. « Ça sent le poisson, tu as fait du bar. » Avec le prix des choses en ce moment. Sophie ne répondit pas, occupée à transférer une salade dans un joli plat de service. Sa belle-mère resta là une seconde, puis alla au salon. Le repas commença comme d'habitude. Tout le monde fit l'éloge du poisson. Le bar était exquis, tendre, juteux et parfaitement assaisonné. Même les enfants le mangèrent avec plaisir. Élise demanda la recette. Michel mangea en silence, mais il semblait profondément satisfait. Bien sûr, Catherine souligna que le risotto était un peu trop pâteux et que la citronnade était trop acide. Mais c'était déjà une tradition. Elle était physiquement incapable de terminer un repas sans faire une critique. Sophie l'écouta en pensant qu'elle avait dépensé 160 € et 5 heures de son samedi et que sa récompense était une plainte sur la texture du riz. Quand tout le monde eut terminé le dessert, Catherine plongea la main dans son sac en tissu pour sortir ses boîtes. Mais avant de commencer à emballer la nourriture, elle se tourna soudainement vers Sophie. « Hé, Sophie, savais-tu que beaucoup de jeunes couples aujourd'hui gèrent leur argent séparément ?» Sophie, qui retirait les assiettes vides, s'arrêta et regarda directement sa belle-mère. « Argent séparé ?» « Oui, chacun gère son propre salaire. Ils disent que c'est très pratique. » « Pratique pour qui ? » ?»« Pour les deux. » Pense-y. Si un couple partage son argent, il est facile que les conflits commencent. L'un dépense plus, l'autre dépense moins, et le ressentiment s'accumule. S'ils gèrent leur propre argent, chacun est responsable de soi-même et il n'y a pas de dispute. Sophie posa lentement la pile d'assiettes sur la table. « Où as-tu lu ça ? » ?»« Sur Internet. » « Il y a beaucoup d'articles sur l'indépendance financière dans le mariage. J'en ai envoyé un à Jean, et il m'a dit qu'il l'avait lu. N'est-ce pas, chérie ? » Jean, assis à l'autre bout de la table, devint rouge comme une tomate et hocha la tête. Sophie sourit sans dire un mot. Son esprit était froid et cristallin. Soudain, elle vit le tableau complet. Catherine avait planté l'idée dans la tête de Jean. Il y avait réfléchi, avait consulté son collègue divorcé et aigri, et avait lu des articles sur Internet. Et maintenant, sa mère abordait le sujet devant tout le monde pour forcer la situation. « Ah, je vois. » C'est tout ce que Sophie dit. Catherine, encouragée par le manque apparent d'opposition de sa belle-fille, continua à parler. « J'ai lu un excellent article qui disait que les comptes bancaires joints sont une relique du passé. Avant, comme les femmes ne travaillaient pas et restaient à la maison, on mettait l'argent en commun. Mais maintenant, comme les deux travaillent, n'est-il pas logique d'être financièrement indépendant ? C'est moderne, tu sais. » « Oui, très moderne, » accepta doucement Sophie. Sa belle-mère, s'attendant à plus d'enthousiasme, ne s'arrêta pas. « Toi, Sophie, tu travailles dur et tu gagnes ton propre argent. Pourquoi ne pas essayer, toi et Jean ? Chacun garde son propre argent sans avoir à donner d'explication à personne. C'est la liberté absolue. » Sophie hocha la tête, ramassa les assiettes et se dirigea vers la cuisine. Derrière elle,
Elle entendit Catherine, avec une expression incroyablement satisfaite, commencer à remplir ses boîtes. La moitié du poisson entier, tout le risotto restant, 2 des salades et une carafe de citronnade. De la nourriture pour toute la semaine pour la famille de Michel. La famille partit tard. Jean débarrassa la table en silence, pendant que Sophie chargeait le lave-vaisselle. Également en silence. Ils ne parlèrent pas. Chacun était perdu dans ses propres pensées. Quand la cuisine fut impeccable, Sophie alla à son bureau à la maison, alluma l'ordinateur et ouvrit son dossier financier. Elle sortit une boîte à chaussures pleine de tickets de caisse de l'année écoulée, les étala, ouvrit son application bancaire, téléchargea tous ses relevés de cartes de crédit et commença à faire les comptes. Dîner du week-end pour la famille de Jean, 8 500 € par an, juste en nourriture. Courses habituelles pour eux deux, 5 500 € par an. Services publics, électricité, eau, gaz, internet, 2 800 € par an. Divisé par 2, cela devrait faire 1 400 € chacun. Produits de net. Sophie s'habillait simplement, mais achetait des vêtements de qualité conçus pour durer. 2 000 € par an. Cadeaux familiaux. Pour l'anniversaire de Catherine, elle achetait généralement un cadeau de 150 €. Pour Michel, 100 €. Pour Élise, 75 €. Pour chacun des 3 enfants, 50 €. En ajoutant Noël et les cadeaux pour ses propres parents, le chiffre annuel avoisinait les 2 300 €. Sophie créa une feuille de calcul détaillée, divisant tout par catégorie. Puis elle regarda les totaux. De son salaire net mensuel, presque tout son argent partait dans les dépenses communes du ménage. Il lui restait peu, être 500 € à dépenser en café, cosmétiques ou plaisirs personnels. Jean, de ses 4 500 € nets par mois, contribuait exactement 150 € au compte joint pour les factures et mettait peu, être 200 ou 300 € par mois pour les courses, si Sophie le lui demandait spécifiquement. Très occasionnellement, il achetait un appareil électroménager important comme un aspirateur ou un micro-ondes, mais cela arrivait une fois par an. Le reste, plus de 4 000 € chaque mois, il le dépensait entièrement pour lui-même, pour les gadgets technologiques qu'il adorait. Il achetait un nouvel iPhone ou une nouvelle montre connectée tous les 6 mois. Chaque vendredi, il sortait avec ses amis pour regarder le sport et boire de la bière artisanale, dépensant 80 € par soirée. De plus, il subventionnait passablement sa mère Catherine, qui lui demandait constamment de l'argent parce que sa pension ne suffisait pas, que ce soit pour réparer une fenêtre ou simplement parce qu'elle voulait de l'argent liquide. Sophie enregistra la feuille de calcul et ferma l'ordinateur portable. Elle se leva, s'étira et alla à la cuisine pour se préparer une tisane à la camomille. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Finances séparées, la modernité, chacun responsable de ses propres affaires. C'était une idée intéressante, et il serait encore plus intéressant de voir combien de temps Jean tiendrait quand elle l'accepterait vraiment. Sophie but une gorgée de thé et sourit. Elle n'était ni en colère ni blessée. Elle pensait simplement qu'une expérience fascinante était sur le point de commencer et que les résultats seraient très révélateurs. La semaine suivante, Jean semblait encore plus agité. Il tenta de dire quelque chose plusieurs fois, mais se rétracta. Sophie l'observait avec la curiosité clinique d'une scientifique étudiant un rat de laboratoire juste avant un test crucial. Le mardi soir, il mentionna à nouveau son collègue Pierre. « Hé, Pierre m'a montré un article aujourd'hui sur l'indépendance financière entre époux. C'était très convaincant. Il disait que lorsqu'un couple partage l'argent, souvent une personne commence à sentir que l'autre profite d'elle, comme si l'une travaillait pour ramener de l'argent à la famille, et que l'autre ne faisait qu'en bénéficier. Sophie, qui coupait des tomates en dés, ne quitta pas la planche à découper des yeux. « Tu t'es senti comme ça entre nous ?»« Non, bien sûr que non, mais en théorie, ça pourrait arriver. En théorie, beaucoup de choses peuvent arriver. En pratique, quel est le problème ?» Jean se tut. Sophie savait qu'il voulait continuer, mais il ne savait pas comment. Elle ne lui offrit aucune aide, qu'il ordonne ses propres pensées et le dise lui-même. Le mercredi, il rentra plus tôt que d'habitude. Sophie n'était pas encore revenue d'une réunion avec un fournisseur. Quand elle entra vers 20 heures, Jean était assis sur le canapé, l'ordinateur portable fermé, l'attendant clairement. Sophie prépara un dîner rapide. Crevettes à l'ail sur des linguines. Ils mangèrent en silence. Puis elle alla prendre une douche. Quand elle sortit, Jean était toujours sur le canapé, jouant nerveusement avec un coussin. « Sophie, il faut qu'on parle. » Elle s'assit dans le fauteuil en face de lui, ajustant son peignoir. Ses cheveux étaient encore humides. Elle regarda son mari et attendit. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. À notre vie, à comment nous vivons, et à l'argent.
Sophie resta silencieuse. Et je pense. Je pense que nous devons faire quelques changements dans la façon dont nous gérons notre budget. Quels changements? Jean déglutit et se pinça l'arête du nez. Sophie connaissait ce geste. Il le faisait quand il était incroyablement anxieux. Je pense que nous devrions commencer à gérer notre argent séparément. C'est plus moderne, c'est plus juste. Chacun est responsable de son propre argent, et ainsi nous éliminons les conflits potentiels. Nous avons eu des conflits pour l'argent? Non, mais nous pourrions en avoir à l'avenir. Je vois. Donc, tu veux que nous séparions nos finances pour éviter des conflits qui n'existent pas, mais qui pourraient exister en théorie. Jean balbutia. Eh bien oui. Et ça nous donne de la liberté. Chacun dépense son argent comme il veut, sans avoir à donner d'explications. Quand ai-je déjà demandé des explications sur tes dépenses? Tu ne l'as pas fait, mais... Alors, pourquoi as-tu besoin de cette liberté? Jean resta silencieux un moment. Puis, comme s'il craignait de perdre son courage, il lâcha tout d'un coup. Chérie, à partir de ce salaire, nous allons gérer notre argent séparément. Je suis fatiguée de t'entretenir. Silence absolu. Sophie regarda son mari sans changer d'expression. À l'intérieur d'elle, il n'y avait ni douleur, ni colère, ni surprise. Seulement une clarté glaciale. C'était enfin arrivé. Jean avait prononcé les mots qui lui brûlaient la tête depuis des semaines. Elle sourit très lentement. Jean se tendit, se préparant à une explosion. « C'est une excellente idée, » dit Sophie calmement. « Quoi? C'est une idée fantastique. Je suis totalement d'accord avec ta proposition. » La mâchoire de Jean tomba. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu es d'accord? Bien sûr. Gérer l'argent séparément est très moderne et juste. Chacun est responsable de ses affaires. C'est équitable, tu ne crois pas? Oui, bien sûr. Alors, commençons demain. Il n'y a aucune raison d'attendre. Jean resta assis, la bouche bée. Il s'était clairement préparé à une énorme dispute. Il était prêt pour les larmes, les cris et les reproches. Il avait répété ses contre-arguments, et ce qu'il reçut fut une acceptation immédiate et enthousiaste. Sérieusement? Ça ne te dérange pas? Pourquoi cela me dérangerait-il? Tu as entièrement raison. Chacun devrait être financièrement indépendant. Demain commence une nouvelle vie. Je suis très heureuse que tu l'aies proposé. Sophie se leva, s'approcha de lui et lui déposa un léger baiser sur la joue. Bonne nuit, chérie. Je me lève tôt demain. Elle entra dans la chambre, laissant Jean complètement déconcerté sur le canapé. Il ne savait pas s'il devait célébrer ou paniquer. Il ne s'attendait en aucun cas à cette réaction. Sophie s'allongea dans le lit et ferma les yeux. Elle se sentait parfaitement calme et froide. Jean voulait des finances séparées, eh bien il allait avoir exactement ça, avec toutes les conséquences incluses. Demain commencerait une nouvelle vie, et ce serait très amusant. Sophie n'était pas en colère. Elle n'était pas le genre de femme à souffrir en silence. C'était une femme d'action. Calculatrice, froide et très efficace. Jean se rendrait bientôt compte qu'il avait obtenu exactement ce qu'il avait demandé, à la lettre près. Le jeudi commença différemment. Sophie se leva à 6 heures du matin comme toujours. Elle prit une douche en silence, s'habilla avec son tailleur sur mesure et se coiffa. Jean ronflait toujours de son côté du lit. Dans la cuisine, elle alluma la cafetière et sortit de la nourriture du réfrigérateur, mais pas les ingrédients pour un petit déjeuner pour deux. Aujourd'hui, elle cuisinait seulement pour elle. Elle cassa 3 œufs dans un bol, ajouta un filet de lait et une pincée de sel, et versa le tout dans une poêle chaude. Pendant que l'omelette cuisait, elle coupa un demi-avocat et le disposa en éventail sur une tranche de pain au levain artisanal. Elle le recouvrit de saumon fumé de première qualité qu'elle avait acheté en rentrant la veille. Elle pressa un demi-pamplemousse et, avec son assiette, son café et son iPad, elle s'assit à l'îlot de la cuisine. Elle vérifia ses courriels professionnels et répondit à quelques messages urgents. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée. L'avocat était parfaitement mûr, et le saumon fumé fondait dans la bouche. Jean descendit à la cuisine vers 7 heures et se figea sur le pas de la porte en voyant la table mise pour une seule personne. « Bonjour, bonjour !» répondit Sophie sans lever les yeux de l'écran. Jean s'approcha de l'îlot et s'assit en face d'elle. Il regarda son petit déjeuner gourmet, puis son set de table vide. « Où est mon petit déjeuner ?» Sophie leva les yeux et le regarda calmement dans les yeux. « Tu te le prépares toi-même. Finances séparées, tu te souviens? Chacun s'occupe de ses propres repas. Tu es sérieuse? Complètement. Hier, tu as proposé que chacun soit responsable de ses affaires. Je cuisine pour moi avec mon argent. Tu cuisines pour toi avec ton argent.
C'est tout à fait logique. Jean ouvrit la bouche, puis la referma. Il se leva, alla au réfrigérateur et ouvrit grand les portes. Sur les étagères, il y avait plusieurs récipients et aliments, et chacun d'eux portait un autocollant rose fluorescent avec le mot Sophie écrit au marqueur. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as tout étiqueté? Bien sûr. C'est ma nourriture, achetée avec mon argent. La gestion séparée exige une séparation physique. Tu peux acheter tes propres aliments quand tu veux. Si tu as le temps avant le travail, parfait. Sinon, vas-y après. Sophie, tu plaisantes? Non. Je ne fais que suivre les règles que tu as établies hier soir. Finances séparées signifie responsabilité individuelle. Ou voulais-tu dire autre chose? Jean la regarda en silence, stupéfait. Sophie termina son café calmement et rangea son iPad dans son sac de marque. Elle se leva, porta son assiette à l'évier, la lava avec sa tasse et sa fourchette, les sécha et les rangea. « Passe une bonne journée au travail », dit-elle en passant à côté de lui et en sortant de la cuisine. Jean resta paralysé au milieu de la cuisine. Il rouvrit le réfrigérateur, regardant désespérément cette mer d'autocollants roses. Il attrapa une bouteille d'eau en plastique qui n'avait pas d'étiquette, la but d'un trait, prit son manteau et sortit de la maison en claquant la porte. De sa voiture dans le garage, Sophie entendit le claquement de porte et sourit. Elle démarra le moteur et se rendit au travail. Sa journée se déroula sans accroc, sans incendie majeur à éteindre. À l'heure du déjeuner, Sophie se rendit dans un bistrot chic près de son bureau. Elle commanda une salade de grosses crevettes et un verre de vin blanc frais. Elle dépensa 45 €, mais ne regretta pas un seul centime. Le repas était spectaculaire. Après le déjeuner, elle ouvrit son application bancaire et créa un nouveau compte d'épargne à haut rendement. Elle l'appela fonds d'urgence et y transféra instantanément 2000 € de son compte courant. Ce serait son filet de sécurité personnelle. Jean ne savait rien de ce compte et n'avait pas le droit de le savoir. Finances séparées. Après le travail, Sophie s'arrêta chez Carrefour Market. Elle prit un chariot et parcourut lentement les allées, choisissant des aliments, mais pas ceux qu'elle avait l'habitude d'acheter pour la famille. Aujourd'hui, elle n'acheta que ce qu'elle aimait. Des gambas sauvages géantes que Jean détestait parce qu'il les appelait des bestioles de mer chère, 60 € le kilo. 5 avocats parfaitement mûrs que Jean refusait de manger, les appelant de la bouillie sans saveur. Un morceau de véritable roquefort qui donnait la nausée à Jean rien qu'à l'odeur. Un beau filet de bar, des asperges fraîches, des barquettes de framboises et de mûres, 3 tablettes de chocolat noir belge importé, une bonne bouteille de Pinot Grigio, des capsules Nespresso haut de gamme, de l'huile d'olive, vierge extra de première qualité et un bloc de véritable Parmigiano Reggiano. Elle acheta également des légumes bio, des herbes fraîches, des yaourts marque et de l'eau gazeuse en bouteille de verre. À la caisse, le total fut de 210 €. Sophie paya sans sourciller. C'était son argent et elle le dépensait pour elle-même. Quand elle rentra à la maison, Jean était déjà là, comme prévu. Il était assis sur le canapé, l'air misérable, faisant défiler son téléphone. Sophie passa à côté de lui avec ses lourds sacs de courses et alla directement à la cuisine. Il ne se leva pas pour l'aider. Elle commença à ranger les courses. Les gambas et le poisson allèrent dans le tiroir supérieur du congélateur qu'elle n'avait jamais utilisé auparavant. Elle y colla une étiquette rose. Les avocats, le fromage, les baies et les légumes allèrent sur une étagère désignée du réfrigérateur, le tout étiqueté. Idem pour le chocolat, le café et l'huile d'olive. Puis elle sortit un petit meuble de garde-manger indépendant qu'elle avait acheté chez Leroy Merlin en rentrant. Elle le monta sur place dans un coin de la cuisine et y plaça tous ses produits non périssables. Ella ferma la porte et y mit un petit cadenas. Elle accrocha la clé à une fine chaîne en argent autour de son cou. Juste à ce moment-là, Jean entra dans la cuisine, vit le meuble avec le cadenas et le fixa. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Mon garde-manger personnel. Fermé à clé pour que personne ne mange par accident ce qui ne lui appartient pas. Tu es sérieuse ? La gestion séparée requiert des limites claires. Je ne veux pas de malentendus. Sophie, tu as perdu la tête. Au contraire. Tu as acheté quelque chose pour le dîner ? Jean se tut. Il était passé au supermarché après le travail, mais s'était retrouvé paralysé au milieu d'une allée, ne sachant absolument pas comment faire les courses ni cuisiner. Finalement, il avait attrapé le plus basique. Un sachet de mini-pizza surgelé, une baguette industrielle, du beurre bon marché, un paquet de saucisses économiques et un pot de mayonnaise. Il avait dépensé environ 15 €. Tout cela se trouvait maintenant sur l'étagère inférieure du réfrigérateur, l'air triste et solitaire. Sophie sortit ses gambas pour les décongeler.
Pendant ce temps, elle coupa un avocat, quelques tomates cerises et de la roquette. Elle fit sauter les gambas dans de l'huile d'olive avec de l'ail et un filet de citron frais. Elle les servit élégamment sur les feuilles vertes. Elle assaisonna la salade d'une vinaigrette au citron et à la moutarde et râpa du parmesan frais par-dessus. Elle se servit un verre de Pinot Grigio, plaça son dîner sur un plateau, mit ses AirPods avec du jazz et s'assit à l'îlot de la cuisine pour manger. Elle savoura chaque bouchée. Pendant ce temps, Jean se tenait devant la cuisinière, essayant de faire bouillir ses saucisses. Il les jeta dans l'eau bouillante, remua et fixa la casserole, ne sachant absolument pas quoi faire. 10 minutes plus tard, il les sortit. Elles étaient gonflées et éclatées. Il les jeta sur une assiette en carton, les mit entre 2 tranches de pain de mie sans rien d'autre que de la mayonnaise et s'assit devant la télévision du salon, mâchant dans un silence furieux. Sophie termina son dîner élégant et lava son assiette et son verre de vin. Elle laissa la casserole sale, les pinces et l'assiette de Jean exactement où ils étaient. Elle prit un roman et se blottit dans le fauteuil du salon. Jean la regarda avec rage, puis regarda son assiette en carton vide, puis la vaisselle sale dans l'évier, et se leva pour nettoyer. Il passa 15 minutes à cogner des casseroles et à marmonner des jurons. Quand il revint, il s'effondra sur le canapé et enfouit son visage dans son téléphone. Ils se couchèrent tard, dormant aux extrémités opposées du matelas, dos à dos. Le vendredi commença avec exactement le même scénario. Sophie se prépara un porridge d'avoine avec des fruits rouges frais et des noix, un jus fraîchement pressé et un café. Jean entra dans la cuisine, regarda son magnifique bol, puis ouvrit le réfrigérateur. Sur l'étagère du bas se trouvaient ses provisions. Pain de mie, beurre et les saucisses bouillies restantes. Il beurra une tranche de pain, y posa une saucisse froide et mâcha ce sandwich sec en le faisant passer avec de l'eau du robinet. Sophie termina, lava sa vaisselle et partit au travail. Jean la regarda partir en finissant son verre d'eau. Ce jour-là, Sophie eut son évaluation annuelle de performance. Monsieur Dubois la convoqua dans son bureau. Ils parlèrent de ses indicateurs pendant une demi-heure, et ils étaient impeccables. Sophie reçut la note la plus élevée possible et une prime de performance surprise de 2 500 €. Elle sortit du bureau, ravie. Elle transféra immédiatement les 2 500 € directement sur son nouveau fonds d'urgence secret. À midi, elle alla déjeuner avec sa collègue Laurence dans un restaurant de viande chic. Elle commanda un filet mignon avec des asperges grillées. Laurence commanda un homard. Elles mangèrent en parlant du travail et des projets pour le week-end. « Alors, comment ça va ?» demanda Laurence. « Fascinant, » sourit Sophie. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Jean a suggéré que nous séparions complètement nos finances, et j'ai dit oui. Laurence faillit s'étouffer avec son homard et commença à tousser. « Quoi ? Finances séparées ? » « Oui, depuis hier, chacun est responsable de sa propre vie. » « Et comment ça se passe ? » ?»« À merveille. Je cuisine seulement pour moi. J'achète seulement mes propres aliments. » « Et il fait de même. On va voir combien de temps il tient. » Laurence éclata de rire. « Tu es impitoyable. J'adore. » « Alors, comment le vit-il ? » « 2 jours. Hier, il a mangé des saucisses bouillies et éclatées. Et aujourd'hui, il a déjeuné d'une saucisse froide sur du pain de mie. Et toi ? Gambas géantes, avocat, saumon fumé, fromage importé, tout ce que je n'achetais jamais avant parce qu'il se plaignait du prix ou du goût. Bien pour toi. Peut-être qu'il apprendra la leçon. Elles finirent de manger et commandèrent des expressos. Sophie paya ses 65 € de l'addition sans broncher. Elle se sentit bien. Avant, pour économiser de l'argent pour la famille, elle allait rarement dans de bons restaurants. Maintenant, elle n'avait à économiser pour personne. Son argent était à elle. En rentrant, elle s'arrêta dans une poissonnerie spécialisée et acheta des huîtres fraîches. Elle avait toujours voulu apprendre à les ouvrir. Elle acheta aussi une vraie baguette française, une roue de camembert, des figues et du miel. Jean était sur le canapé, l'air affamé et furieux. Au travail, il avait mangé le menu spécial de la cafétéria à 10 €, une viande mystérieuse, grasse et sans saveur, et son estomac l'avait dérangé tout l'après-midi. Sophie entra avec ses sacs de course. Il la suivit du regard, mais ne bougea pas un muscle pour l'aider. Elle commença à préparer son dîner. Elle ouvrit soigneusement les huîtres avec un couteau spécial qu'elle avait acheté. Elle les disposa sur un plateau avec de la glace pilée et des quartiers de citron. Elle coupa la baguette, la fit griller au four et prépara une planche avec le camembert, les figues et le miel. Elle se servit un verre de vin blanc, s'assit à l'îlot de la cuisine et mit sa musique douce. Elle goûta une huître. Beurrée, saline,
parfaite. Puis une gorgée de vin. Le paradis. Jean entra dans la cuisine et observa la scène. Les huîtres sur glace, le fromage au four, le vin. Il mourait de faim. Dans le réfrigérateur, il n'avait que du pain de mie et des saucisses, dont il était déjà dégoûté. Sophie. Elle leva les yeux. Oui? On peut arrêter ça maintenant? Arrêter quoi? Tout ça. L'histoire des finances séparées. Revenons à comme c'était avant. Jean, ça fait exactement 2 jours. C'est toi qui as proposé ça. Tu as dit que c'était moderne et juste. Je ne pensais pas que tu le prendrais aussi littéralement. Et comment t'attendais-tu à ce que je le prenne? Tu as proposé de séparer notre argent et j'ai accepté. Maintenant nous gérons notre argent séparément. Chacun est responsable de ses affaires. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, que voulais-tu dire? Jean ouvrit la bouche, mais la referma brusquement. Il ne trouvait pas de réponse qui ne le fasse pas paraître horrible. Il se retourna et sortit de la cuisine. Sophie termina ses huîtres et son vin, lava sa vaisselle et alla au salon pour regarder Netflix. Jean s'assit sur le canapé, la regardant avec rage et faim. Finalement, il se leva et alla à la cuisine. Elle entendit le bruit des poêles et sentit l'huile brûler. 20 minutes plus tard, il revint avec une assiette d'œufs brouillés qui ressemblait à du caoutchouc brûlé. Il les mangea le front profondément plissé. Samedi. Le jour où Sophie se serait normalement levée à l'aube pour commencer à préparer un énorme festin pour sa famille à lui. Aujourd'hui, elle dormit jusqu'à 10 heures. Elle resta au lit à faire défiler TikTok sans se presser. Jean se réveilla également tard, vers 11 heures. Il entra dans le salon, s'étira, bâilla, puis se figea soudainement. « Sophie, mes parents viennent aujourd'hui. » Sophie était allongée sur le canapé, lisant un thriller. « Oui, je me souviens. Tu vas commencer à cuisiner? » « Non. » Jean resta paralysé au milieu de la pièce. « Comment ça, non? Je veux dire, nous gérons notre argent séparément. Je ne cuisine pas pour des invités qui ne sont pas les miens. Tes parents sont ta responsabilité. Si tu veux leur donner à manger, tu cuisines toi-même ou tu commandes de la nourriture. Sophie, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? C'est ta famille. Tu as toujours cuisiné pour eux. Avant, nous utilisions notre argent commun pour les nourrir. Oui, avant. Maintenant, nous avons des budgets séparés. Donc si tu veux recevoir tes parents, utilise ton argent. Le mot-clé est avant. Maintenant, les règles ont changé. Les règles que tu as établies. Jean attrapa son téléphone et sortit en courant sur le balcon. Sophie pouvait entendre des bribes frénétiques de la conversation. Il essayait de convaincre sa mère d'annuler ou de reporter la visite, mais Catherine fut inflexible. Ils étaient déjà en route. Ils arriveraient dans 1 heure. Il revint à l'intérieur, pâle. Ils viennent. Qu'est-ce que je fais? Je te l'ai déjà dit. Cuisine ou commande à manger. Tu as encore le temps. Sophie, s'il te plaît, donne-moi un conseil. Je n'ai jamais cuisiné pour autant de monde. Internet a des millions de recettes. Ou appelle un restaurant. Je suis sûre que quelqu'un peut livrer en 1 heure. Mais commander à manger, c'est cher. Cuisiner est moins cher. Aide-moi avec ça. C'est à toi de décider. Jean arpenta l'appartement en panique, attrapa son manteau et sortit en trombe. Sophie entendit le moteur rugir alors qu'il quittait l'allée à toute vitesse. Elle retourna tranquillement à la lecture de son livre. 40 minutes plus tard, Jean revint, chargé d'énormes sacs en plastique du supermarché. Il courut à la cuisine et commença à déverser le contenu sur l'îlot, en pure panique. Salade de pommes de terre préparée du comptoir traiteur. 3 boîtes de pizza surgelées. Un énorme sac d'ailes de poulet surgelées. Une lasagne surgelée. Une barquette en plastique de sushi bon marché et un gâteau rectangulaire générique. Il mit le four à 230 degrés Celsius et commença à tout enfourner en même temps. Les pizzas sur une grille, la lasagne sur une autre, les ailes sur une plaque. Sophie entra dans la cuisine pour se servir un verre d'eau gazeuse, jeta un coup d'œil au chaos absolu, sourit et sortit. Jean tournait comme une toupie, ouvrant et fermant la porte du four. Certaines choses brûlaient. D'autres étaient encore complètement congelées. À 13 heures précises, la sonnette retentit. Sophie ouvrit la porte. Là se trouvait Catherine avec son sac en tissu rempli de boîtes vides, Michel, Élise et les 3 enfants. Sa belle-mère entra en plissant le nez. Quelle est cette odeur bizarre? Sophie, qu'as-tu cuisiné? Rien. Bonjour, entrez. Catherine regarda sa belle-fille comme si elle parlait une autre langue et entra dans le salon. Elle vit Sophie s'asseoir immédiatement sur le canapé et ouvrir son livre. Tu lis un livre un samedi avec des invités à la maison? Oui, c'est un chapitre très excitant.
Mettez-vous à l'aise. La famille s'assit maladroitement sur les canapés. Les enfants coururent dans la chambre des jouets. Michel et Élise échangèrent un regard confus. Normalement, à cette heure-ci, la table de la salle à manger serait entièrement dressée avec un festin. Aujourd'hui, la salle à manger était complètement vide. Jean sortit en courant de la cuisine, transpirant à grosses gouttes, le visage rouge intense. « C'est prêt. Tout est prêt. Je vais mettre la table. » Il commença à sortir la nourriture. La salade de pommes de terre du supermarché fut posée sur la table dans son emballage plastique d'origine. Les pizzas étaient carbonisées sur les bords et crues au centre. Les ailes de poulet étaient brûlées à l'extérieur et saignaient près de l'os. La lasagne était un désastre tiède et aqueux. Les sushis transpiraient dans leurs barquettes en plastique. Il jeta des assiettes en carton sur la table. Catherine regarda ce déploiement avec une horreur absolue. « Fils, tu as cuisiné ça ? » « Eh bien, je l'ai acheté et je l'ai réchauffé. » Sophie n'a pas cuisiné. Sa mère se tourna brusquement vers Sophie. « Et pourquoi diable n'as-tu pas cuisiné ?» Sophie leva les yeux de son livre, marquant la page calmement. « Parce que maintenant nous gérons notre argent séparément, vous vous souvenez ? Il y a 3 semaines, vous étiez assise à ma table et vous me disiez à quel point c'était pratique. Jean a suivi votre conseil. Maintenant, chacun est responsable de soi. Je cuisine pour moi avec mon argent, et si Jean veut inviter des gens, il cuisine avec son argent. Mais nous sommes de la famille. Vous êtes la famille de Jean. Il peut dépenser pour vous. Et il l'a fait, avec son argent. Je n'ai aucune objection. Mais mon argent, c'est mon argent. » Catherine ouvrit la bouche, mais ne trouva pas un seul mot. Michel laissa échapper un petit rire étouffé. Élise se mordit la lèvre pour ne pas rire. Le repas commença dans un silence angoissant et tendu. Tout le monde s'assit à contre-cœur. La salade de pommes de terre était fade et couverte de mayonnaise bon marché. La pizza avait un goût de cendre. Les ailes étaient caoutchouteuses et dangereuses à manger. La lasagne était froide au centre. Les sushis étaient une pâte. Les enfants refusèrent catégoriquement de manger. La plus jeune se mit à pleurer bruyamment, exigeant de la vraie nourriture. Élise tenta de la calmer, mais la fillette hurlait. Catherine était assise, le visage rigide, touchant à peine son assiette en carton. Michel mâchait en silence une croûte de pizza carbonisée. Élise ne buvait que de l'eau. 20 minutes plus tard, tout le monde cessa de faire semblant de manger. Ils restèrent assis là, dans un silence agressif. Normalement, c'était le moment où l'on servait le café et le dessert, suivi d'heures de conversation. Aujourd'hui, on aurait pu entendre une mouche voler. Finalement, Catherine explosa. « Jean, pourrais-tu expliquer ce qui se passe ici ?» Jean se tortilla mal à l'aise sur sa chaise. « Maman, c'est juste que Sophie et moi avons décidé de séparer nos finances. Chacun est responsable de ses propres dépenses. Et pourquoi feriez-vous une chose aussi stupide ? C'est moderne, c'est juste. Tu l'as dit toi-même. » Le visage de Catherine devint violet. « Je ne voulais pas dire ça. »« Alors, que vouliez-vous dire exactement ?» intervint Sophie, fermant complètement son livre. Elle se leva, se dirigea vers la table de la salle à manger et s'assit sur une chaise vide. « Catherine, il y a 3 semaines, vous m'avez donné une leçon sur les finances séparées. Vous m'avez dit que c'était pratique, moderne et juste. Jean était d'accord. Maintenant, nous faisons les choses séparément. Quel est le problème ? Le problème, c'est que tu te ridiculises. Tu laisses ton mari mourir de faim et tu refuses de nourrir ta famille. Je ne laisse personne mourir de faim. Jean est un adulte. Il peut cuisiner, commander à manger ou acheter de la nourriture préparée. Il a son propre salaire et la capacité physique de le faire. Mais tu es sa femme. Tu as des obligations. Mes obligations en tant qu'épouse n'incluent pas de jouer les traiteurs gratuits pour la famille de mon mari tous les samedis. Je travaille à plein temps. Je gagne mon propre salaire. Je paie ma moitié des factures. Tout comme Jean. Nous sommes égaux. Ou pensez-vous que nous ne le sommes pas ? Le visage de Catherine devint rouge vif. Tu n'as jamais été aussi froide. Non. Avant, je cuisinais pour vous avec joie parce que je croyais que nous étions une unité familiale. Mais depuis que vous avez suggéré que nous fonctionnions comme des entités financières complètement séparées, nous ne sommes plus une unité familiale. Nous sommes des individus responsables de nous-mêmes. Soudain, Michel laissa échapper un rire sec et tranchant. Jean, Sophie a entièrement raison. Michel, s'exclama sa mère, scandalisée. Maman, laisse tomber. Elle a 100% raison. Nous nous sommes complètement habitués à venir ici et à manger gratuitement aux frais de l'argent et du travail de Sophie. Elle dépensait une fortune et des heures de son week-end à cuisiner pour nous,
Et nous emportions même ses restes pour nous nourrir pendant la semaine. Nous avons été de vrais profiteurs. Élise hocha la tête en silence. Ton frère a raison. Je me suis toujours sentie coupable d'emporter autant de nourriture. Mais vous n'arrêtiez pas de dire que c'était normal et que Sophie adorait ça. J'adorais ça, dit Sophie. Tant que notre budget était commun. Maintenant qu'il est séparé, les règles ont changé. Catherine ferma la bouche avec force, ses lèvres formant une ligne fine et furieuse. Elle se leva soudainement et attrapa son sac en tissu. Nous partons. Les enfants, prenez vos manteaux. Michel et Élise se levèrent, rassemblèrent les enfants en pleurs et enfilèrent leurs vestes. À la porte d'entrée, Michel se tourna vers son frère. Jean, réfléchis bien à ce que tu fais. Sophie n'est pas la méchante ici. C'est toi qui as commencé ce jeu, idiot. La porte d'entrée se referma avec un déclic. Jean resta seul dans la salle à manger, regardant la nourriture désastreuse et ruinée, les assiettes en carton sale et la porte fermée. Puis il regarda Sophie. Elle était retournée sur le canapé, avait ouvert le livre à la page marquée et avait repris sa lecture. Sophie, s'il te plaît, dis-moi qu'on peut arrêter ça. Revenira comme c'était avant. Jean, ça fait 3 jours. Tu renonces déjà à l'indépendance financière que tu as tant demandé? Je ne renonce pas. Je me rends juste compte que c'est mal. Qu'est-ce qui est mal exactement? Que nous mangions des repas complètement séparés, que nous cuisinions séparément. Nous sommes un mariage, nous devrions faire les choses ensemble. Alors pourquoi as-tu exigé des finances séparées? Jean garda le silence. Tu as écouté ton ami Pierre, dont l'ex-femme lui a pris jusqu'au dernier centime. Et tu as écouté ta mère qui a planté la graine dans ta tête. Et tu as vraiment pensé que je profitais de toi, que je dilapidais ton argent durement gagné. Je me trompe? Ce n'était pas exactement comme ça. C'était exactement comme ça. Tu as pensé que séparer notre argent te donnerait un contrôle total, que si je dépensais seulement mon argent et toi seulement le tien, tout serait parfait. Mais tu ne t'es jamais arrêté pour penser que finances séparées signifie vie séparée, responsabilité individuelle complète dans chaque aspect de la gestion d'une maison. Jean s'affaissa sur le canapé et enfouit son visage dans ses mains. J'ai été un parfait idiot. Oui, tu l'as été. Mais tu peux arranger ça. Il leva les yeux, rempli d'un espoir désespéré. Tu me pardonnes? Il est trop tôt pour parler de pardon. D'abord, tu dois comprendre complètement ce que tu as vraiment fait. Sophie laissa son livre, alla à son bureau et revint avec son ordinateur portable. Elle s'assit à côté de lui et ouvrit sa feuille de calcul budgétaire principale. Regarde, ce sont nos dépenses ménagères des 12 derniers mois, ventilées par catégorie, avec chaque reçu joint. Jean regarda les chiffres, ses yeux s'écarquillant d'horreur. Dîner du week-end pour ta famille. Plus de 8500 € par an. Juste en nourriture. Sans compter mon temps, le gaz de la cuisine ou l'eau pour laver la vaisselle. Je n'en avais aucune idée. Nos courses habituelles, 5500 € par an, services publics 2800 €, produits ménagers 1100 €. Mes vêtements 2000 €. Cadeaux pour les 2 familles 2300 €. Sophie lui montra chaque onglet, un par un. Jean devenait plus pâle à chaque seconde. En résumé, de mon salaire mensuel de 7000 €, presque tout partait pour maintenir notre vie commune. Il me restait peu. Être 500 € pour moi. Sophie, je. Et toi, de ton salaire de 4500 €, tu mettais 150 € sur le compte joint. Le reste, plus de 4000 € chaque mois, tu le dépensais pour toi, pour tes montres Apple, tes additions de bar avec tes amis, et pour donner de l'argent à ta mère. Où est la justice là, dedans, Jean? Jean resta complètement sans voix. Sophie ferma l'ordinateur portable. C'est pourquoi j'ai accepté les finances séparées. Pour que tu vois exactement combien j'apporte, physiquement et économiquement, à ce mariage. Et quelle était ma récompense? Qu'on me dise que mon gigot était un peu trop cuit. Elle se leva et laissa l'ordinateur portable sur la table basse. Quand tu comprendras vraiment ça, nous parlerons de pardon. Elle entra dans la chambre principale et ferma la porte à clé. Jean resta seul sur le canapé, regardant dans le vide. Sa tête tournait. Il ne savait vraiment pas. Il n'avait pas fait les calculs, il n'y avait pas pensé. Il supposait simplement que Sophie cuisinait, nettoyait et s'occupait de la maison. Il pensait que c'était normal. Mais la réalité, c'est que le profiteur, c'était lui. Il avait vécu une vie de luxe extrême, entièrement subventionnée par le travail et les revenus de sa femme, sans en payer le prix. Et il avait eu l'audace absolue de lui dire qu'il était fatigué de l'entretenir. Ce soir-là, il essaya de préparer le dîner. Il fit bouillir des spaghettis et versa dessus de la sauce froide en bocal. C'était horrible. Il l'avala bouchée par bouchée.
Sophie sortit de la chambre et fit dorer un magnifique filet de bœuf avec des légumes au beurre à l'ail. Elle mangea à l'îlot de la cuisine. Il mangea dans le salon. Ils ne parlèrent pas. Le dimanche fut étouffant de silence. Jean essaya de nettoyer l'appartement, mais il ne savait pas où se trouvaient les produits adéquats. Il passa l'aspirateur sur le tapis du salon et abandonna, épuisé. Il essaya de laver ses propres vêtements, choisit le cycle d'eau chaude et fit rétrécir ses pulls préférés. Sophie continua ses activités. Elle travailla sur son ordinateur portable, lut et regarda Netflix, agissant comme s'il était un fantôme. Dans l'après-midi, sa mère l'appela. Il sortit sur le balcon. Ce fut une conversation brutale. Catherine exigea des excuses, lança des accusations et appliqua une culpabilité maximale. Jean tenta de lui expliquer les chiffres, mais elle refusa d'écouter. Quand il revint à l'intérieur, il avait le visage gris. Sophie le vit, mais ne dit rien. Ils dormirent aux extrémités opposées du lit. Jean se tourna et se retourna toute la nuit. Sophie dormit profondément, la conscience cristalline. Le lundi marqua le début de la 2e semaine. Jean partit tôt au travail, sautant le petit déjeuner. Il ne savait pas s'en préparer un. Et acheter un café chez Starbucks tous les matins le saignait à blanc. Sophie mangea son porridge, but son expresso et se rendit au bureau. Sa journée fut intense. Un autre problème avec la douane taïwanaise. Des manifestes incorrectement remplis. Sophie passa 3 heures au téléphone, envoyant des courriels, coordonnant la logistique jusqu'à ce que l'expédition puisse partir. Au déjeuner, elle mangea à la cafétéria de l'entreprise avec un responsable de la comptabilité. Ils parlèrent du travail et du temps à Paris. Sophie ne dit pas un mot de sa guerre conjugale. Elle ne lavait jamais son linge sale en public. Ce soir-là, Jean rentra tard. Sophie avait déjà dîné de Saint-Jacques sur des linguines. Il alla à la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. Sur son étagère, il restait la baguette industrielle et une unique saucisse triste. Il avait oublié d'aller au supermarché. Il attrapa une tranche de pain, y mordit et mâcha cet amidon sec en le faisant passer avec de l'eau du robinet. Sophie était sur le canapé, regardant un film, et ne tourna même pas la tête. Mardi, mercredi et jeudi, la même routine misérable. Jean mangeait ce qu'il pouvait récupérer à la cafétéria de l'entreprise. Il achetait de la restauration rapide en rentrant ou mangeait simplement du pain sec. En une semaine, il avait dépensé 300 € juste pour essayer de se nourrir avec de la nourriture horrible. Ses chemises étaient froissées parce qu'il ne savait pas repasser. Son côté de la salle de bain était sale parce qu'il ne savait pas nettoyer. Sa vaisselle s'accumulait dans l'évier, et il la lavait n'importe comment. Sophie, pendant ce temps, prospérait. Elle cuisinait des repas gastronomiques, excellait au travail et sortait boire un verre avec ses amis. Elle était radieuse. Le vendredi soir, Jean n'en pouvait plus. Il entra et vit Sophie dans la cuisine. Elle préparait un canard à l'orange. L'odeur était enivrante. Il s'assit à l'îlot et la regarda faire de la magie devant les fourneaux. Finalement, il parla, la voix brisée. « Sophie, on peut parler 1 minute ?» Elle se tourna. « Je t'écoute. Je suis désolée. Je suis vraiment, profondément désolée. Maintenant, je comprends tout. J'ai eu complètement tort. J'ai été incroyablement égoïste. Je t'ai prise pour acquise et je n'ai pas apprécié une seule chose que tu faisais. Continue. Je veux qu'on revienne à comme c'était avant. Avec un budget commun, un mariage normal, sans cette séparation horrible et froide. » Sophie éteignit le feu, s'essuya les mains avec un torchon en lin et s'assit en face de lui. « D'accord, mais à mes conditions. N'importe quoi. Je continuerai à tenir un registre strict de toutes les dépenses. Tu auras un accès complet pour voir exactement où va chaque euro, à tout moment. Transparence financière totale. D'accord. Les dîners du week-end avec ta famille auront lieu exactement 1 fois par mois, pas chaque semaine. Et nous parlerons du menu à l'avance. Compris? Oui? Plus de boîtes à emporter. Je cuisine pour le repas sur cette table. Ce n'est pas un service de repas gratuit pour qu'ils remplissent leur réfrigérateur. D'accord. Tu ne ramèneras plus jamais dans notre mariage les conseils toxiques d'hommes amers comme Pierre. Si nous avons un problème, tu m'en parles directement, pas à tes collègues. Je le promets. Sophie le regarda en silence pendant un long moment. Et enfin, tu reconnaîtras verbalement que je ne suis pas une sangsue que tu entretiens. Je suis ta partenaire égale. J'apporte autant à cette famille que toi, sinon beaucoup plus. Je le sais. Mon Dieu, maintenant je le sais. Je le reconnais complètement. Alors, d'accord. Nous revenons à un budget commun. Jean se leva d'un bond pour l'embrasser. Sophie l'arrêta avec la paume de sa main contre sa poitrine. Attends. Je te pardonne, mais je n'oublie pas les mots que tu m'as dit.
Que tu étais fatiguée de m'entretenir. Ces mots resteront avec moi pour toujours. Sophie, je ne le pensais pas, j'ai juste été stupide. Je sais que tu l'as été, mais les mots sont sortis de ta bouche. Et maintenant, je saurai toujours que dans un moment de crise fabriqué, au lieu de me soutenir, tu m'as faussement accusée. Et ça a changé quelque chose entre nous, de façon permanente. Elle se leva, retourna à la cuisine et reprit la préparation. Mais cette fois, elle sortit un deuxième magret de canard. Jean resta assis à l'îlot, sentant un nœud froid se former dans son estomac. Il réalisa qu'il avait brisé un pilier fondamental de leur mariage, et la faute lui en incombait entièrement. Passons à la semaine suivante. Malgré la conversation dans la cuisine, Sophie n'avait pas encore complètement fusionné les comptes. C'est trop tôt, Jean. Tu ne comprends pas encore complètement. Il tenta de la supplier, mais elle fut inflexible. L'obéissance malveillante des finances séparées continua. Jean survécut à base de fast-food et de déjeuners de cafétéria horribles. Ses vêtements étaient froissés, ses espaces désordonnés. Il dépensait de l'argent à un rythme alarmant, et pourtant sa qualité de vie était plus basse que jamais. Sophie continua de prospérer. Repas gastronomiques, tenues impeccables, un compte bancaire qui grossissait. Le lundi de la 3e semaine, le téléphone de Jean sonna. C'était sa mère. « Jean, nous venons samedi. Tu nous manques. » Il se figea, le téléphone collé à l'oreille. « Maman, et si vous ne veniez pas? Les choses sont très tendues en ce moment. » « Quelle chose? On ne peut pas visiter la maison de notre propre fils? On sera là à 13h pour déjeuner, comme d'habitude. » « Maman? Non, pas de mais. On se voit samedi. » Clic. Jean regarda l'écran éteint avec terreur. Qu'allait-il faire? Sophie ne cuisinerait certainement pas, et il n'avait aucune idée de comment nourrir 7 personnes. Ce soir-là, il tenta d'aborder le sujet. « Sophie, mes parents et Michel viennent samedi. » Elle lisait son livre. Elle ne leva pas les yeux. « Je sais. Je t'ai entendu hier sur le balcon. Tu vas m'aider? » « Non. Sophie, s'il te plaît, juste cette fois. » Elle ferma le livre et le fixa. « Jean, nous avons des finances séparées. Ta famille, ta responsabilité. C'est juste. Mais je ne sais pas cuisiner. Apprends. Commande à manger. Fais appel à un traiteur. Tu as des options. » Sophie. « Non, Jean, je suis très sérieuse. Tu voulais l'indépendance financière? Tu l'as. Vis avec. » Elle se leva et entra dans la chambre. Jean passa le reste de la semaine à subir une crise de panique au ralenti. Il chercha des recettes sur Google, mais tout lui semblait être de la physique quantique. Le jeudi, il craqua. Il appela un restaurant italien chic près de son bureau et commanda un service traiteur complet pour le samedi. D'énormes plateaux de pâtes premium, des salades, du pain à l'ail et du tiramisu. Cela lui coûta 350 euro. Une part énorme de ce qui lui restait de son salaire pour un seul repas. Mais il n'avait pas le choix. Le vendredi soir, il dit à Sophie avec un certain air de fierté « J'ai commandé chez un traiteur. Ça arrivera demain midi. Bon travail. » Très ingénieux. « Sérieusement, tu ne vas rien cuisiner? » Non. Tu ne vas même pas t'asseoir à table avec nous? Non. Pourquoi le ferais-je? C'est ta nourriture. Achetée avec ton argent. Pour ta famille. Je ne suis pas invitée. Sophie, ils vont penser que tu es folle. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Jean comprit que discuter était inutile. Il se coucha le cœur lourd. Le samedi commença horriblement. Sophie se leva tôt, se doucha, s'habilla impeccablement et annonça qu'elle passerait la journée dans l'appartement d'une amie dans le centre de Paris. « Je reviendrai ce soir. »« Tu fais ça exprès, n'est-ce pas ?» explosa Jean. « Non. Je n'ai absolument aucune envie de participer à ton cirque. Bonne chance. » Et elle partit. Jean resta seul. À 11h30, son téléphone sonna. C'était le restaurant. « Monsieur, nous sommes vraiment désolés. Nous avons eu un problème de plomberie catastrophique dans notre cuisine principale, et nous ne pouvons pas honorer votre commande traiteur. Nous allons rembourser votre carte. L'argent devrait apparaître dans 3 à 5 jours ouvrables. » Le sang de Jean se glaça. « Quoi? » Ses parents arriveraient dans 90 minutes. Il attrapa son manteau et courut au supermarché le plus proche. Il parcourut les allées en hyperventilant. Que pouvait-il préparer? Il attrapa les boîtes de peine les moins chères qu'il trouva, des bocaux de sauce marinara générique, de la baguette industrielle et du beurre. Il n'avait presque plus d'argent sur son compte courant. Son prochain salaire arrivait dans une semaine. Il rentra chez lui en courant et ouvrit une boîte de pâtes. Il resta dans la cuisine, paralysé.
Comment faire bouillir? Combien d'eau? Combien de temps? Il devina. Il remplit une énorme casserole avec un peu d'eau, mit le feu au maximum et jeta 2 boîtes. Comme il n'y avait pas assez d'eau, les pâtes collèrent instantanément, formant un bloc solide et amidonné au fond de la casserole. Jean, criant des jurons, tenta de le gratter et finit par jeter la masse brûlée et ruinée dans l'évier. Il regarda l'horloge. 12h45. Ils arriveraient dans 15 minutes. Dans un état de panique absolue et aveuglant, il attrapa la dernière boîte de peine qui restait, l'ouvrit d'un coup sec et versa les pâtes complètement sèches, crues et non cuites directement sur 3 assiettes en carton. Il plaça les 3 assiettes de pâtes crues et dures sur la table de la salle à manger. Rien de plus. Exactement à 13h. La sonnette retentit. Jean ouvrit la porte, l'air d'un mort-vivant. Catherine entra d'un pas décidé, balançant son sac en tissu avec les boîtes. Michel, Élise et les enfants la suivirent. « Ça sent bizarre ici », remarqua Catherine. « Ça ne sent rien. Sophie n'a pas cuisiné encore. » Entrer fut tout ce que Jean put murmurer. Ils enlevèrent leurs manteaux. Les enfants coururent jouer. Catherine regarda la table de la salle à manger vide. « La nourriture n'est pas prête ? » « Si. Si. Elle est prête. Je vais la porter. » Jean alla à la cuisine, attrapa les 3 assiettes en carton avec les pâtes crues, les amena à la salle à manger et les posa sur la table. Tout le monde fixa les assiettes. Sur chaque assiette se trouvait un tas de peines sèches comme des os, non cuites, sorties directement de la boîte en carton. Un silence de mort tomba sur la pièce. Michel parla les premières. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Jean, transpirant à travers sa chemise, ne dit rien. Catherine s'approcha de la table, prit une nouille dure et tenta de la casser. C'est cru. Juste à cette seconde précise, Sophie sortit du couloir. Elle n'était pas partie dans le centre de Paris. Elle était restée assise tranquillement dans la chambre principale tout le temps, attendant. La famille tourna la tête vers elle. Sophie se tenait à l'entrée avec un sourire serein, terriblement calme. « Toi, tu as fait ça exprès !» lui cria Catherine. « Quelle sorte d'ordure ce garçon nous sert-il » Sophie s'approcha lentement de la table, regarda les pâtes crues, puis regarda ses beaux-parents. « Bon appétit. Nous gérons notre argent séparément maintenant, vous vous souvenez ?» Elle se tourna vers Jean. « Il ne te restait assez d'argent que pour des pâtes sèches, n'est-ce pas ? Eh bien, bon appétit. Essayez de ne pas vous casser une dent. » Silence absolu. La mâchoire de Catherine tomba. Michel se pencha, toussant violemment pour cacher qu'il riait aux éclats. Élise se couvrit le visage avec ses mains. Jean était pâle comme un fantôme. « Sophie, tu n'étais pas partie ?» murmura-t-il. « Non. J'étais dans la chambre à te regarder souffrir, attendant exactement ce moment. » « Pourquoi ? Pour te prouver quelque chose, à toi et à eux. » Elle promena son regard sur ses beaux-parents. « Pour que tout le monde dans cette pièce comprenne enfin ce que signifie vraiment gérer son argent séparément. » Catherine retrouva sa voix. « Tu te moques de nous ? Nous sommes ta famille ? » « Non. » l'interrompit Sophie avec une froideur létale. « Vous êtes la famille de Jean, et c'est vous qui avez proposé les finances séparées, Catherine. Vous vous souvenez ? Il y a 3 semaines, assise à ma table, me disant à quel point c'était moderne et pratique. Je ne voulais pas dire ça. Alors, que vouliez-vous dire ? Que je continue de vider mon compte en banque pour financer votre style de vie, pendant que vous continuez tous à venir manger gratuitement. Ça ne marche pas comme ça. Nous ne mangeons pas gratuitement. Nous sommes de la famille. Une famille qui vient chaque samedi remplir des boîtes de nourriture chère pour le reste de sa semaine. Une famille qui, au cours des 3 dernières années, a mangé pour plus de 25 000 € de mon argent et n'a jamais dit merci une seule fois. » Catherine devint violemment rouge, puis complètement blanche. « Je ne savais pas ça. » »« Bien sûr que non. Vous ne vous en souciez pas. Vous veniez, vous vous empiffriez, vous critiquiez ma cuisine et vous remplissiez vos sacs. Je mettais l'argent, le temps et le travail physique, et ma récompense était qu'on me dise que mon gigot était un peu trop cuit. »« Sophie a raison, » dit doucement Élise depuis le coin. « Nous avons complètement profité de ta gentillesse. » Michel hocha la tête. « Maman, elle a entièrement raison. » Catherine regarda son fils, sa belle-fille et les assiettes de pâtes crues. « C'est humiliant. » « Oui, » accepta Sophie d'une voix plate. « C'est exactement la même humiliation que j'ai ressentie quand Jean m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'il était fatigué de m'entretenir. L'humiliation absolue que la personne qui finance toute la maison soit accusée d'être une profiteuse. » Elle se tourna vers Jean. « Tu vois maintenant ce que ça coûte de nourrir tes proches avec ton propre argent ? Tu as dépensé ton dernier euro pour un traiteur qui t'a annulé,
Et tu te retrouves avec rien d'autre que des pâtes bon marché que tu ne sais même pas servir? Jean regarda le sol, complètement anéanti. Et j'ai fait ça chaque samedi pendant 3 ans. Achetant des aliments de première qualité pour 200 €, cuisinant pendant 5 heures, mettant la table, écoutant des insultes, regardant ta mère voler mes restes, et croyant que c'était bien parce que nous étions une famille. Mais il s'avère que nous n'étions pas une famille. Il s'avère que j'étais juste une chef personnelle gratuite et une femme de ménage non rémunérée que mon mari exploitait. Sophie. Je suis tellement désolée, réussit enfin à dire Jean, la voix étranglée. J'ai été un idiot colossal. Je n'ai pas pensé, je n'ai pas compris. Et maintenant tu comprends? Oui, je comprends complètement. S'il te plaît, pardonne-moi. Il tomba à genoux, là, sur le parquet, devant sa famille. Il joignit les mains en pur désespoir. Pardonne-moi. Revenons à comme c'était avant. Maintenant je vois tout. Je t'apprécierai. Je n'écouterai pas Pierre. Je n'écouterai pas ma mère. Juste, s'il te plaît, pardonne-moi. Sophie le regarda de haut pendant une longue et angoissante minute. Toute la pièce retint son souffle, attendant que le couperet du bourreau tombe. Lève-toi, Jean. Il se releva précipitamment. Son visage était sillonné de larmes, ses yeux injectés de sang. Je te pardonne. Jean laissa échapper un énorme soupir tremblant de soulagement et fit un pas en avant pour l'embrasser. Elle leva la main et l'arrêta net, mais avec des conditions. Des conditions très strictes. N'importe quoi. Nous revenons à un compte joint, mais je garde le contrôle absolu sur le registre principal. Tu verras où va chaque centime. D'accord. Les repas de famille du week-end seront exactement 1 fois par mois, pas plus. Et nous nous mettrons d'accord à l'avance. D'accord. Plus de boîtes à emporter. Jamais. Ils mangent ce qu'il y a sur la table. S'ils veulent de la nourriture à emporter, ils vont au restaurant et la paient. Catherine frémit d'indignation, mais Michel posa une main lourde sur son épaule. Maman, tais-toi. C'est parfaitement juste. Jean hocha la tête frénétiquement. Fais. Tu n'accepteras plus jamais de conseils matrimoniaux de l'extérieur de cette maison. Si tu as un problème, tu me l'apportes directement. Je le jure. Sophie fit une pause, et sa voix s'abaissa à un ton mortellement sérieux. Et enfin, tu reconnaîtras à voix haute que je ne suis pas une dépendante. Je suis ta partenaire égale. J'apporte beaucoup plus à ce foyer que toi, et tu vas le respecter. Jean, pleurant ouvertement maintenant, hocha la tête avec désespoir. Oui, oui, je le jure. Tu fais tout pour nous. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Je suis tellement désolée. Sophie soupira. Bien. À partir de lundi, les finances redeviennent communes. Jean se jeta en avant et la serra fort. Elle lui tapota le dos, mais sa posture était rigide. Elle le repoussa doucement et se tourna vers ses beaux-parents. Catherine, je ne vous en veux pas, mais à l'avenir, s'il vous plaît. Ne donnez pas de conseils matrimoniaux quand vous n'avez absolument aucune idée de la réalité financière de la situation. Vous avez failli détruire mon mariage. Sa belle-mère, complètement humiliée, regarda le sol. Je suis désolée, Sophie. Je ne pensais pas que ça mènerait à ça. Je sais que vous ne le pensiez pas. C'est pourquoi je laisse passer. Élise s'approcha et serra fort Sophie dans ses bras. Merci de nous avoir nourris toutes ces années. Nous avons été horribles. Michel s'approcha ensuite. Sophie, tu es une dure à cuire. Tu nous as donné à tous une leçon brutale, mais totalement nécessaire. Juste à ce moment-là, les enfants sortirent en courant de la chambre des jouets et s'arrêtèrent, regardant les adultes en pleurs. La plus jeune regarda la table. Où est la nourriture? Pourquoi il n'y a que des bâtonnets croquants? Tout le monde se regarda. L'absurdité de la tension brisa l'atmosphère, et un rire sincère éclata dans toute la pièce. Sophie sourit doucement et se dirigea vers la cuisine. Je vais préparer quelque chose de rapide. Les enfants ne devraient pas souffrir de la bêtise des adultes. Elle ouvrit son garde-manger privé. En 30 minutes, elle avait préparé des omelettes moelleuses aux épinards et aux gruyères. Elle avait coupé une baguette fraîche et avait sorti une belle planche de charcuterie et de fromage. Un repas simple, mais incroyablement satisfaisant. Tout le monde s'assit à table et mangea. L'ambiance était étrange, pas hostile, mais pas exactement chaleureuse non plus. C'était une transition. Après le déjeuner, la famille ne resta pas longtemps. Ils habillèrent les enfants. À la porte, Catherine serra maladroitement Sophie dans ses bras. Merci de nous avoir pardonnés. Et Jean, tu as une femme très forte. Je ne tolère tout simplement pas l'injustice, Catherine. Tu ne devrais pas. Ils partirent. La porte se referma avec un déclic. Jean et Sophie restèrent enfin seuls.
Il la regarda avec d'énormes yeux coupables. « Sophie, m'as-tu vraiment pardonné ?»« Oui, Jean, je t'ai pardonné. »« Alors, tout redeviendra comme avant ?» Sophie garda le silence pendant un long moment. « Non, ça ne redeviendra pas comme avant. Ce sera différent. Pas nécessairement pire, juste différent. À cause de ce que j'ai dit ? » Oui, quand tu as dit ces mots, quelque chose s'est brisé entre nous. Quelque chose de vital. La confiance aveugle, l'intimité, la certitude absolue que nous étions une équipe à toute épreuve. Je peux arranger ça. Je ne sais pas. Le temps le dira. Jean hocha la tête lentement. Il savait qu'on lui avait accordé une seconde chance, la toute dernière chance absolue. Et s'il la gâchait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Ils commencèrent à débarrasser la table en silence, chacun concentré sur sa tâche. La vie continua, mais les fondations avaient changé. Un mois passa depuis ce samedi tristement célèbre. Jean changea vraiment. Il devint incroyablement attentif et affectueux. Il faisait des tâches ménagères sans qu'on le lui demande. Il passait l'aspirateur. Il lui demandait comment s'était passée sa journée dans l'entreprise de logistique. Il coupa complètement les ponts avec Pierre, ne lui parlant que de plans d'ingénierie. Catherine aussi changea. Elle venait exactement une fois par mois, mangeait, remerciait gentiment et partait sans une seule boîte à emporter et sans une seule plainte. En surface, la vie était revenue à une belle normalité. Mais au fond, Sophie sentait la fracture. Elle regardait Jean et ne voyait plus le mari en qui elle avait une confiance implicite. Elle voyait un homme pleinement capable de se retourner contre elle. Un homme qui, dans un moment de stress fabriqué, avait choisi de l'accuser plutôt que de la défendre. Elle continua de déposer de l'argent sur son compte d'épargne secret, séparé et à haut rendement. Chaque mois, une grande partie de son salaire de 7 000 € y disparaissait. Le solde dépassait déjà 25 000 €. C'était sa corde de sécurité. Jean ne savait rien de ce compte et n'avait pas à le savoir. Car Sophie fonctionnait désormais avec un plan B permanent en arrière-pensée. Elle était entièrement préparée à partir si jamais elle en avait besoin. Elle n'était plus l'épouse dévouée inconditionnellement qui voyait son mariage comme un vœu incassable. C'était une femme aux yeux grands ouverts, pleinement consciente des défauts fatals de son partenaire, sachant exactement de quoi il était capable quand le moment de vérité arrivait. Et cette connaissance avait tout changé. Une nuit glaciale à Paris, ils étaient sur le canapé à regarder un film. Jean passa son bras autour de ses épaules. Sophie ne se recula pas, mais ne s'appuya pas non plus sur lui. Elle regardait simplement la télévision, le regard perdu. « Sophie, es-tu heureuse ?» demanda-t-il à voix basse. Elle ne répondit pas immédiatement. « Je suis calme. C'est à cause de ce qui s'est passé ? » « Oui. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? » « Tu le fais déjà. » « Je vois l'effort, Jean. Mais les choses prennent le temps qu'elles doivent prendre. Le temps le dira. » Jean la serra à peine un peu plus contre lui. Sophie le permit. Ils finirent le film, physiquement enlacés, mais l'esprit de Sophie était à des kilomètres. Il ne restait plus de haine ni de méchanceté dans sa poitrine. Seulement un vide silencieux et retentissant. Là où il y avait eu un amour inconditionnel, il n'y avait plus qu'une affection prudente. Elle ne le détestait pas, mais elle ne l'aimait plus comme avant. Une partie de son amour était morte à la seconde même où il avait dit « Je suis fatigué de t'entretenir », et cette partie ne pourrait jamais ressusciter. Aucune quantité d'excuses ou de changements de comportement ne pourrait la ramener. La mort était permanente, et c'était la plus grande tragédie de toutes. Ils continuèrent à vivre ensemble, partageant un lit, mangeant sur le même îlot de cuisine. Pour le monde extérieur, ils étaient un couple français parfait à haut revenu. Mais à l'intérieur, les lumières s'étaient éteintes. Jean s'accrochait à l'espoir désespéré qu'un jour la chaleur reviendrait dans ses yeux, que la véritable intimité reviendrait. Mais Sophie savait que ce ne serait jamais le cas. Elle avait pardonné, mais n'avait pas oublié. Certaines blessures ne guérissent pas, elles se referment simplement, cessent de saigner et laissent une cicatrice laide et permanente. Et chaque fois qu'elle regardait Jean, elle voyait la cicatrice. Elle se souvenait de la trahison. Elle maintenait un mur émotionnel très haut parce qu'elle ne pouvait plus lui faire entièrement confiance. Et sans confiance absolue, il n'y a pas de véritable intimité. 1 an passa, puis 2. Ils restèrent ensemble, menant une existence calme et sans conflit. Jean continuait d'essayer. Sophie continuait de garder ses distances. Son fonds secret d'évasion grossissait. 50 €, 60 €, 85 €. Un soir, Jean la regarda de l'autre côté de l'îlot de la cuisine. « Sophie, me pardonneras-tu un jour vraiment ?» Elle lui rendit son regard. Ses yeux étaient illisibles.
Je t'ai pardonné ce jour-là même, Jean. Mais pardonner à quelqu'un ne signifie pas oublier ce qu'il a fait, et ça ne signifie pas lui refaire confiance. Alors, tu ne me fais pas confiance? Pas comme avant. Pourrais-je jamais la regagner? Je ne sais pas. Honnêtement. Probablement pas. Alors pourquoi restons-nous ensemble? Sophie regarda par la fenêtre la neige tomber sur la ville. L'habitude, surtout. Le confort. Divorcer est épuisant. Mais tu ne m'aimes pas. Je tiens à toi, mais pas comme avant. C'est plus froid maintenant. Jean baissa les yeux vers le plan de travail en granit. J'ai tout gâché. Oui. Et ça ne pourra probablement jamais être réparé. Ils restèrent assis en silence, physiquement à moins d'un mètre l'un de l'autre, mais émotionnellement dans des univers différents. Jean comprit enfin qu'il l'avait perdue pour toujours. Elle était peu, être toujours assise dans sa cuisine, mais son cœur avait fait ses valises et était parti des années auparavant. C'était le prix ultime de son arrogance, de sa paranoïa et de ses paroles impardonnables. Il avait gagné son pardon, mais avait perdu son amour. Et c'était une perte dont il ne se remettrait jamais. Sophie continua sa vie, travaillant, cuisinant, réussissant. De l'extérieur, rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, elle était déjà libre, émotionnellement libérée des limites du mariage. Elle restait par pitié, par routine, et pour éviter le cauchemar logistique d'une séparation. Mais l'amour était parti. Et elle savait avec une certitude absolue qu'un jour, elle trouverait la motivation pour finalement franchir la porte. Pas aujourd'hui, peu, être pas demain, mais un jour. Parce qu'une vie sans amour est une vie vécue à moitié. Et Sophie n'était pas une femme à se contenter de demi-mesures.